Améliorez votre confort de conduite et votre tenue de route avec les pneumatiques d'origine Audi et leurs 50 critères de performance et de sécurité. Jusqu'au 11 décembre, profitez d'une remise de 30 ou 80 € pour l'achat et la pose de 2 ou 4 pneumatiques et de 3 ans d'assurance offerte. Prenez rendez-vous sur monentretien.audi.fr ou chez votre partenaire Audi. Audi Service, le meilleur pour votre Audi. Réservé aux particuliers sur des pneumatiques d'origine Audi 17 pouces et plus, conditions sur audi.fr. La série limitée Dare to Create en podcast, c'est une série qui est produite par Ford pour parler de l'innovation et de la technologie dans le domaine de la course automobile. Et ils sont venus me voir et ils m'ont dit « Mais ton audience, c'est des gens super intelligents, donc ils vont forcément être intéressés par ce dont on va parler. » Et moi, je me suis dit « Mais oui, effectivement, vous avez complètement raison, donc venez sponsoriser cet épisode parce que cette série que vous avez produite, elle parle du cœur de l'innovation. Donc, on touche à des domaines comme la conception de la voiture et on va jusqu'à des choses comme l'intérieur du cerveau des pilotes. Donc c'est passionnant et moi je suis super content de pouvoir en parler à mon audience. Donc ça s'appelle Dare to Create et je remercie Ford de me faire confiance pour vous en parler. Encore une fois, Dare to Create et c'est disponible dans votre app de podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode 376, nous sommes en novembre 2020 et nous allons couvrir des événements absolument incroyables, la sortie de la nouvelle génération de consoles. Bon, c'est plutôt le domaine du rendez-vous jeu, mais on a Pépé Garcia avec nous aujourd'hui, donc on va parler des télés qui vont aller avec ces consoles-là. On va pas se priver. Salut Pépé. On a aussi des domaines un petit peu plus, propices à l'analyse de Cédric Ingrand, comme par exemple l'élection américaine et l'influence. On va parler que de tech dans ce domaine. On va pas, forcément ça se mélange un peu, mais on va parler des influences je de la range tech. mes casquettes. Alors, la casquette de virologue, c'est là. Alors, donc, la politique américaine, oui, c'est bon, ça y est. Mais dans le contexte des réseaux sociaux, parce que ça risque de changer potentiellement beaucoup de choses, et peut-être pas énormément de choses. On aura aussi évidemment quelques spéculations sur l'événement Apple qui aura lieu dans quelques heures seulement. Cette année, ils m'ont pas gâté. Parfois, ils faisaient les événements le lundi. Là, c'était à chaque fois le mardi. Donc, bref. C'est quasiment toujours le mardi. Oui, mais parfois le lundi aussi, quand même. C'est arrivé. Je l'ai noté. Mais avant ça, on va évidemment remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. J'ai nommé Dugreg, Christophe Dragibus-Perrin, Zuka, Charles de Bagnéval, Julien C, Vincent Réziguier, Sylvain Galoustoff, Stéphane Yoret, NSKFR, Kevin Salomon et les producteurs qu'on remercie chaque mois, que j'aime d'amour, Ocheva, Rémi X et Bromberg Olivier aujourd'hui. Merci à vous tous. Donc on a un programme chargé, on a une chatroom électrique et on va se lancer dans tout ça. Je vous propose donc qu'on commence avec les consoles next-gen. Alors, comme je le disais, les consoles next-gen, c'est plutôt le sujet du rendez-vous jeu. Et on en a beaucoup parlé dans le rendez-vous jeu d'ailleurs, donc on va pas refaire tous les tests, toutes les estimations. En gros, j'ai même fait des vidéos sur YouTube pour vous parler des meilleurs points importants des 3 consoles next-gen en 2 minutes par console. Donc si vous voulez tout savoir, c'est sur youtube.com/notepatrick. On a les tests, les discussions avec des gens qui les ont eus dans les mains pendant des heures et des heures et des jours dans le rendez-vous jeu. Mais ce qui nous intéresse, peut-être allez, on va quand même faire en 1 seconde et demie. Qu'est-ce que vous en pensez de ces nouvelles consoles, vous deux ? Il y en a une apparemment qui est bien pour chauffer ton intérieur si t'habites dans un studio, et l'autre... mais quelle indignité. Et l'autre avec laquelle t'as même plus besoin de caler une armoire normande parce qu'elle fait la taille d'une armoire normande. Donc forcément... C'est honteux. Oui, non mais je me moque, mais là j'ai du mal à les départager, très honnêtement. Parce que tu as la technologie d'un côté et puis tu as ce qui est proposé en termes de services chez Xbox. Donc je trouve que le choix est un peu plus compliqué que d'habitude. Alors moi, la manière dont je le décris, l'avantage de l'une, la PlayStation 5, pour résumer, pour les auditeurs du Rendez-vous Tech qui veulent bien savoir mais qui sont pas très intéressés par les détails, la PlayStation 5, sa grande force, elles sont toutes les deux, enfin les trois, à peu près équivalentes. Il y a
un modèle de PlayStation 5, on va simplifier, une puissance de PlayStation 5 et 2 puissances de Xbox. La PlayStation 5, elle a l'avantage des grosses exclusivités de Sony, qui sont des jeux assez immanquables quand ils sortent généralement, qui seront exclusifs à la PlayStation 5. Du côté de la Xbox, on a 2 puissances de console, une moins puissante, une plus puissante, mais le gros avantage qu'elles ont, ces Xbox, c'est le service de Microsoft qui s'appelle le Game Pass, qui est un abonnement à la Netflix, qui vous permet d'avoir accès à 100, 150, 200 jeux que vous pouvez télécharger, installer et jouer sur votre nouvelle console. C'est déjà disponible sur les anciennes, mais là, évidemment, c'est tout aussi intéressant, voire plus intéressant sur les nouvelles. Et c'est vraiment le point fort, parce que vous payez cet abonnement, et à moins que vous vouliez des jeux spécifiques, vous n'aurez plus besoin de payer les jeux individuellement. Je schématise beaucoup, je résume beaucoup. Si vous voulez les vraies informations, allez écouter le rendez-vous jeu. Mais en gros, les grosses exclusivités, c'est du côté de Sony, et le Game Pass, l'abonnement, c'est du côté de Microsoft. Et il y a des éléments qui se recoupent de l'un à l'autre, mais on va résumer comme ça. Je t'ai interrompu, Pépé, je m'excuse platement. Tu voulais ajouter quelque chose ? J'ai rien dit, tu m'as pas interrompu. Tout à l'heure, à l'instant où je commençais à parler, j'ai entendu... Dis-moi tout, toi, t'en penses quoi de tout ça ? Eh ben, moi, tu sais, le truc, c'est que je vais avoir un avis un peu différent de ce que vous dites, vous, parce que moi, je me pose du côté technique. C'est-à-dire que je ne cache pas que j'ai la PlayStation 5 avec le Blu-ray disque dedans. Donc moi, si tu veux, le truc, c'est que moi, je vais avoir une analyse, parce que je suis en train de tester les produits, purement technique, factuelle. Qu'est-ce qu'elles savent faire ou pas faire. Vous avez parlé tous les deux des jeux, de toutes les offres de ce côté-là. C'est exactement le truc que moi je ne vais pas aborder, puisque c'est le côté un peu software, c'est le côté proposition, c'est le côté qui est le côté que moi j'utilise en gaming, mais mon rôle est un petit peu différent, et je vois deux consoles que je trouve moi quelque part radicalement différentes dans leur choix de partenaires industriels. Déjà, avec Xbox qui a fait un tweet avec Dolby en disant « Oh là là, ça y est, on va être la première console à avoir du Dolby Atmos, Dolby Vision, des tas de trucs comme ça qu'on va avoir sur les PC et autres. » Et de l'autre côté, Sony qui dit « Oh là là, mais nous, on a nos systèmes à nous, on a Tempest Audio, on va avoir d'autres choses. » Donc, moi, ce que je vois techniquement, c'est que c'est vraiment un champ de jeu absolument incroyable pour les gens et pour un mec comme moi, parce que vraiment, il va y avoir des trucs à dire purement techniques sur les choix pur au niveau du HDR, des choix Dolby Vision, de la section audio, du DTS, comment est-ce qu'elles vont fonctionner, comment elles vont fonctionner également en sortie numérique, quelles sont toutes les normes, quels sont tous les points de la HDMI 2.1 qui sont propres à une et à l'autre, avec d'un côté Sony qui met le 8K en gros sur le carton en disant oui mais alors, et de l'autre côté Xbox il fait pas vraiment. Donc je trouve que vraiment c'est une croisée des chemins. Ces consoles sont là pour être visionnaires, elles sont là pour rester longtemps, il y en a une toutes les 7 ans, et c'est pas pour rien que ces produits se pointent et font peur aux gens, dans le sens mais qu'est-ce qu'on va leur mettre derrière, étant donné qu'elles savent faire des trucs extraordinaires. C'est ce qui est sur le papier, et ça c'est le côté passionnant. Mais du coup, je te pose la question qui fait suite immédiatement. Est-ce que c'est des vraies améliorations sensibles ? Est-ce qu'on va vraiment, au niveau technique, avoir des choses qui vont nous faire plaisir ? Ou est-ce que, bon, c'est juste on l'achète parce que c'est là que les nouveaux jeux vont arriver, on n'a pas vraiment le choix, quoi ? Alors Patrick, tu sais que la question, elle relève des goûts et des couleurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, n'importe comment, sont des fans de la Xbox, des fans de la PlayStation. Il y a même des gens qui vont acheter les deux. Autour de moi, il y a des gens qui vont acheter les deux. Et il y a les gens qui se disent, bon, ok, on a aussi des idées concernant notamment la lecture des Blu-ray, les compatibilités avec les plateformes comme Netflix ou autres. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Est-ce qu'elles sont prêtes pour le 8K dans le cas où ça débarque ? Tu vois, il y a plusieurs portes d'entrée sur des consoles, étant donné que ce sont à la base des outils de divertissement au sens propre du terme. C'est que pour moi, l'outil doit savoir un peu tout faire, c'est-à-dire être capable de me balancer du streaming, qui soit pas uniquement un jeu, qui soit capable d'aller, en effet, et c'est pour ça que je parle depuis le début d'accords industriels. Quels sont les accords industriels entre un clan et l'autre ? Et c'est ça que je trouve absolument marrant, de voir l'intervention de Dolby, de voir tout ça. Et ce n'est pas un clivage, ce sont des propositions différentes autour d'autres propositions qui sont celles des jeux, des passes, des trucs pour faire du vrai gaming. C'est ça qui est important.
Ok, écoute, Voilà. on va pas te demander de choisir entre les deux, ça sera difficile, mais peut-être justement, peut-être au niveau des télévisions justement, il y a beaucoup de gens qui ont acheté des télévisions 4K. Les gens qui regardent en live voient ma très jolie LG OLED que j'ai achetée, c'était l'année dernière, et en fait. Là, oui, c'est ça exactement. Et mais elle fait pas le 120 Hz. Bon, Donc, t'es sûr qu'elle fait pas le 120 la C9 ? attends, c'est peut-être pas la C9, c'est la C7. Je l'ai achetée enfin ou C8. Bah oui, parce que la C9 elle est 120. Hein. Oui, mais non, mais moi je l'ai achetée pas en fin de série, je crois l'année dernière. Et donc l'été dernier, c'est une excellente machine, mais elle va pas faire le 120 Hz. Donc je suis un peu. Du coup, il faut que je la jette à la poubelle tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette honte ? Elle fait même pas le 120 Hz. Bref. Bref. Bon. Alors. C'est pas un smartphone, Patrick. Hein. C'est pas le nouveau est sorti, alors je jette. Bah non. D'accord, très bien. Mais plus sérieusement, au niveau des télés, est-ce qu'il y a peut-être des télés que tu recommandes ou des caractéristiques à rechercher pour tirer le plein parti de ces nouvelles consoles ? Patrick, Cédric, les gens qui nous écoutent avec amour et délectation, le premier truc qu'il faut faire, c'est... Dommage qu'on n'ait pas la vidéo parce que je vous fais le geste, mais si on essayait d'abord de ne pas paniquer, si on essayait de ne pas faire de catastrophisme, si on essayait de pas penser que le téléviseur qu'on a acheté il y a 6 mois est une brouette indigente, ça serait déjà un bon début. Faut savoir qu'il y a les consoles. Non, mais les garçons, il y a les consoles, il y a ce qu'elles peuvent faire techniquement sur le papier, et il y a ce qu'on va mettre dedans. C'est deux choses différentes. Je rappelle que ces consoles sont censées rester à nos côtés pendant des années. Elles sont pas là pour 3 semaines. Elles vont évoluer. Il y aura des mises à jour. Il y aura des tas de choses. Pour le moment, on prend la chose telle qu'elle est. Ces consoles peuvent, oui, aller loin. C'est-à-dire, c'est quoi loin ? C'est-à-dire qu'en effet, elles peuvent, alors je mettrai des guillemets qu'on peut pas voir là, assurer un signal vidéo qui peut aller jusqu'à l'Ultra HD 4K en 120 images par seconde. Alors, c'est ce qu'elles peuvent faire, avec bien sûr la possibilité 8K et tout, mais le 8K va pas en 120 dans la norme, il s'arrête à 60. Le truc, c'est que ça, c'est le papier. Il faut pas confondre le papier et ce qui se passe au moment de la sortie d'un produit. Parce que ce qui compte avec les consoles, c'est bel et bien les jeux. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur ? Quels seront les jeux qui seront disponibles et de quelle façon travailleront ces jeux, que ce soit pour un clan ou l'autre. J'aime pas les clans, je veux dire que ce soit pour une ou l'autre. Donc, les gens sont en train je le dis franchement autour de moi parce que j'ai la chance d'avoir une communauté qui est très active, des gens qui me posent des questions tout le temps avec le stream et autres. Les gens ont littéralement paniqué quand Sony de toute façon notre console FSI elle est HDMI 2.1. Alors déjà HDMI 2.1, mon téléviseur est pas HDMI 2.1, c'est foutu, je vais pas avoir d'image, je vais pas avoir de son, ça va être une brouette, je vais tout jeter. Mon Dieu là, les gousses d'ail, les exorcismes, j'assistais à des exorcismes de téléviseur. Des trucs où le truc avait une lévitation dans la pièce et tout. J'ai dit on va peut-être arrêter. Alors il faut savoir que je doute qu'à la sortie de ces deux bestioles, on ait 150 jeux en 4K, 120 images par seconde qui se pointent. Je serais fort surpris. Donc déjà, on va essayer de redescendre un petit peu non pas le débat, mais le degré d'angoisse, en disant que on ne peut pas, même tous les gens qui font des jeux vous le diront, on ne peut pas à la fois épousser le graphisme, épousser en même temps le débit et tout le tremblement, ça demande un calcul gigantesque. Je pense. Disons que je t'interroge juste une seconde pour expliquer. Certains jeux seront en peut-être du 4K 60 FPS, c'est ce qui tentent généralement d'atteindre en HDR, et les jeux plus simples, certains d'entre eux en quantité limitée, qui sont suffisamment simples pour pouvoir tirer parti de cette puissance, essaieront de pousser jusqu'au 120 Hz, mais c'est quand même pas la majorité du tout, quoi. C'est pour ça que je conseille pour le moment aux gens de partir du constat suivant. Après, on va parler des téléviseurs, ça va être vite fait. C'est que ces consoles, elles arrivent. Elles sont un tournant dans le monde industriel, mais elles sont là pour rester un sacré moment. C'est-à-dire que les gens qui se disent la console se pointe aujourd'hui chez Xbox ou le 19 chez PlayStation, il faut absolument que j'ai un téléviseur pour ce moment-là. Non, les cocos. Il faut que vous pensiez à votre prochain achat. Il peut arriver dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Elles sont là, de toute façon. Elles sont là, non pas pour montrer la voie, mais pour dire, voilà, c'est possible. Il faut savoir que, en effet, certaines choses seront possibles. Donc, en effet, si déjà vous avez chez vous
un téléviseur qui va jusqu'à 60 images par seconde et qui peut encaisser l'ultra HD 4K. Il faut pas se lamenter, ça va convenir à plus de un pourcentage c'est ridicule, mais ça va convenir à plus de 90% des cas de figure. C'est une réalité. Après, bien sûr, il y a des choses qui sont un peu différentes, qui sont la reconnaissance d'un jeu vidéo. C'est-à-dire que les téléviseurs que moi je trouve intéressants sont ceux qui disposent de ce qu'on appelle le VRR ou bien la LLM. Le VRR, c'est la possibilité pour un téléviseur d'adapter sa fréquence d'image à celle du jeu, c'est-à-dire de passer par exemple je vais dire une connerie, de 25 images par seconde à 60 et s'adapter sans qu'il y ait de déchirement d'image, sans qu'il y ait de problèmes de distorsion, de choses comme ça. Donc ça, quelque chose d'important. Ainsi que la LLM. La LLM, c'est la reconnaissance par le téléviseur du fait qu'on a affaire à un jeu vidéo et pas un programme Netflix. Ça, c'est des choses qui existent sous ces noms-là ou bien sous des noms différents chez les fabricants. C'est des modes jeu. Le mode gaming est censé déconnecter tous les circuits qui puent, qui sont moisis, qui permettent Mais non, mais il faut le dire. Le mode jeu, c'est pour déconnecter tous les circuits, tout ce qui ferait qu'on a une latence qui est mauvaise. Donc, on essaie de déconnecter tous les circuits de merde, donc les compensations de mouvement et autres, pour que le gaming soit le plus fluide. Alors, mais ça, on peut l'activer à la main quand ça se reconnaît pas. Oui. Quand c'est pas reconnu, on peut l'activer à la main ou laisser le téléviseur le faire. Mais quand on a un téléviseur qui a directement le mode ALLM, il le fait automatiquement. Et quand il fait, c'est-à-dire la réduction de la latence, c'est une réduction de latence automatique. Et le VRR assure pour un téléviseur qu'il y ait un minimum de distorsion d'image. Ça fait des déchirements quand ça s'accélère, ça ralentit au niveau du débit image. Ça, c'est quelque chose qui va devenir, et là je tiens à dire un truc aux gens, après, un truc important dans cette émission, c'est que si actuellement il y a des téléviseurs qui le font, VRR, ALLM, avec ces consoles, la plupart des modèles qui vont se pointer en 2021 le feront. Donc c'est une question de patience, une question de se dire pardon, excusez-moi, que les téléviseurs actuellement sont loin d'être mauvais, mais ils sont pas tous optimaux. C'est-à-dire que les modèles optimaux ça va être les modèles comme LG C9, LG C10. Les modèles Samsung 85, 90, 95T, des modèles TCL que j'ai pas encore testés, les modèles Sony où il y a une gamme qui s'appelle Ready for PlayStation, qui est un modèle avec justement ALLM, VRR, 120 images par seconde. Je suis en train de montrer ta vidéo sur le sujet d'ailleurs dans le stream, voilà. Longue vidéo de 20 minutes où vous discutez de ça chez Sony. Voilà, c'est super gentil. Le truc, c'est qu'en effet, il faut pas que les gens paniquent. Il faut se dire que ces consoles sont un détonateur industriel qui montre une voie pour les années à venir. Il est évident que dans les années à venir, ces téléviseurs qui sont actuellement des téléviseurs onéreux, donc 1500, 2000, 3000 euros, parce qu'ils ont tout dedans, ça sera pas le cas en 2021. Il y a des modèles qui vont se pointer, qui seront beaucoup moins onéreux, parce que justement, l'industrie se sera adaptée au fait que, voilà, il y a des consoles, elles peuvent aller en Ultra HD 4K, elles peuvent faire du Dolby Vision, elles peuvent faire, pas toutes, elles peuvent faire du machin truc, donc il faut qu'on s'adapte. C'est une question de temps d'adaptation. Donc on est à la charnière, on est au virage. Donc, il faut vraiment que les gens se disent que déjà, s'ils ont un bon petit téléviseur 4K, 60 images par seconde, il ne faut surtout pas se lamenter devant et tenter un exorcisme. C'est bon, pas ça, du coup, je vais garder mon LG E7V. C'est un E7V, je viens de vérifier. J'ai la barre de son intégrée parce que je ne voulais pas m'embêter. E7V, ça va alors. Je peux le garder. C'est bon, Pété ? Il date, mais il va faire 60 images par seconde. D'accord. Oui, tout à fait. Il date. Oh là là, mais là tu me dis des trucs. Non, alors il faut. Bon, je vais appeler les éboueurs. C'est bon. Ils le font sortir de ma maison. Ils me souillent. Il date. Ah, incroyable. Je suis dégoûté par ce. Non, je l'adore. Il est très très beau. Pardon. C'est très très bon, hein. Oui, je suis d'accord. C'est un très bon, c'est des très bons modèles. Il faut savoir qu'il y a des marques qui sont, et j'arrêterai de parler après, laisser la parole à vous deux. Il y a des marques qui sont très engagées du côté du gaming. Il y a notamment LG, Sony, Samsung. Il faut savoir que LG, notamment, est partenaire avec Nvidia et permet d'avoir des téléviseurs qui vont assez rapidement. Même si actuellement, on sait, il y a un truc que je voudrais pas non plus affoler les gens, mais c'est concret parce que on va en parler. Si j'en parle pas, on me dira Pépé, pourquoi t'en as pas parlé? Il faut savoir que l'arrivée de ces consoles, ce sont les consoles disposent de la HDMI 2.1 dans la norme finalisée. C'est-à-dire qu'en effet, jusqu'à présent, on annonçait la HDMI 2.1, mais c'était des morceaux de spécifications techniques, puisqu'elle n'était pas finalisée. Elle est finalisée actuellement avec le lancement des consoles. Donc, on s'aperçoit quelquefois que l'arrivée des consoles va sans doute rimer
même avec des problèmes avec certains téléviseurs ou certains systèmes, on va s'apercevoir qu'il y a des bugs. Parce que, en effet, les téléviseurs sont arrivés avant. Il y a des produits qui sont arrivés avant l'arrivée des consoles et avant la finalisation de la HDMI 2.1. Et notamment, LG, on sait qu'il y a eu quelques petits problèmes justement de balayage avec le VRR, qu'il y a des problèmes de compatibilité avec certains amplis audio-vidéo qui sont annoncés 2.1 et quand on met la console, il y a un écran noir. Actuellement, les fabricants travaillent justement pour réduire ces problèmes puisqu'on s'aperçoit qu'on avait fabriqué les amplis audio-vidéo 2.1 d'un côté, les téléviseurs d'un côté, les consoles arrivent à part et quand on les mélange ensemble, maintenant, on va commencer à faire le bouillon de culture. C'est là qu'on va se rendre compte des problèmes de compatibilité, des problèmes qui n'étaient pas apparents il y a 3 mois. Donc, il faut laisser également le temps aux fabricants de faire les correctifs, qu'ils soient hardware ou software, des deux côtés. LG, Sony, Samsung travaillent là-dessus. Les fabricants également d'amplis audio-vidéo, donc Denon, Marantz, Yamaha, travaillent sur ces problèmes qui ne pouvaient pas apparaître tant qu'on n'avait pas tout finalisé. On est à la charnière. Bah écoute, j'ai ma Xbox série X qui est là, que les auditeurs, enfin que les spectateurs peuvent voir là dans le fond. Je vais la brancher peut-être en direct après la fin de l'émission, comme ça on pourra voir si ça fait un écran noir ou pas. Ça sera un unboxing en direct. L'écran noir, c'est pour les amplis. Pardon ? L'écran noir, c'est sur certains amplis 2.1. Ah bon, ça va alors. Ok, bon, très bien. Bah écoute, je pense que c'est une vision assez générale et assez apaisante de tout ça. Cédric, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on avance sur d'autres sujets ? Non, faut-il vraiment que j'ajoute quoi que ce soit là ? Ce serait superfétatoire. Oh, tout de suite. Oh, mais quel flatteur ! Mais quel flatteur, bon Cédric. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. On va donc couvrir un petit peu rapidement cette histoire d'élections américaines et de réseaux sociaux parce que c'est quand même un sujet qui est assez important pour l'avenir de la tech dans les années qui viennent. Vous savez que l'élection américaine a eu lieu, que Donald Trump a perdu cette élection malgré ses gesticulations qui continuent. Il y a des conséquences importantes pour la tech à différents niveaux. On pourrait en parler. Vous voyez, j'ai dans les notes de l'émission ici une bonne trentaine de lignes rien que sur ce sujet. Donc on va pas tout couvrir parce que ça serait un petit peu trop long. Mais un sujet qui m'intrigue particulièrement, Cédric, c'est le fait que Trump, perdant son statut de président de la République aux États-Unis en janvier, Twitter a annoncé qu'ils allaient lui retirer son traitement spécial à ce moment-là et qu'il serait donc soumis aux mêmes règles que le reste des gens sur Twitter. Ce qui veut dire que, a priori, s'il tweet de la manière dont il le fait aujourd'hui, il y a fort à parier qu'il continue à être labellisé régulièrement, voire peut-être même au bout d'une certaine quantité d'infractions qu'il se voit son compte supprimé. C'est pas totalement impossible. Certains pensent que Twitter a trop à gagner d'avoir Trump sur sa plateforme parce que ça fait tellement d'activités, ça fait parler d'eux qu'ils ne le banniront pas. Il est possible qu'il annonce, une fois qu'il aura admis sa défaite, qu'il annonce qu'il va se porter candidat pour 2024, etc., etc. Est-ce que tu penses que cette élection, donc ce changement de locataire à la Maison-Blanche, va changer les choses pour les réseaux sociaux en général, parce que je cite Twitter, mais Facebook a également été très actif dans la labellisation des mises à jour et la suppression des groupes conspirationnistes pendant cette semaine de résultats d'élections. C'était un petit peu les 4 ans qui ont précédé étaient la préparation pour cette semaine, et ils ont été extrêmement actifs, beaucoup plus qu'ils ne l'avaient été par le passé. Donc qu'est-ce que tu penses qui va arriver ? Forcément, quand on te dit, tu sais que tu pourrais avoir la fin de la République sur la conscience, ça mobilise dans l'ensemble. Donc de fait, ils ont été assez actifs, mais même, j'ai envie de dire presque les médias de manière plus générale. C'est-à-dire que pas que les médias sociaux, mais... Oui, pas que. C'est-à-dire qu'ils sont tous revenus sur ce qui s'était passé il y a 4 ans, où tu vois, par exemple, toutes les grandes chaînes de télé américaines se sont dit, mais est-ce que finalement on a eu raison de passer tous les meetings de Trump en direct tout le temps, sous le seul prétexte que ça fonctionnait en termes d'audience ?
peut-être qu'on n'a pas rendu un service au pays. C'est pour ça que là, surtout une fois que les résultats ont commencé à tomber, ils ont eu beaucoup plus de discernement sur ce qui passait ou pas. Sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, ils se sont mis à faire, en plus, ce qu'ils détestent faire, c'est-à-dire des jugements de valeur au cas par cas, en disant ça c'est ok, ça c'est pas ok. Donc de fait, Trump, sorti de la Maison Blanche, n'aura plus espèce d'équivalent de la protection policière, tu vois, qu'on donnerait aux personnalités, sinon c'est là à son compte Twitter. En fait, c'est une protection assez simple, c'est-à-dire qu'il y a très peu de choses qui sont que Twitter a dépubliées venant de Trump. En revanche, il y a pas mal de choses qui ont été assorties de messages d'avertissement disant on laisse le président écrire ça, mais les faits nous disent autre chose. C'est-à-dire que la majorité, j'ai pas eu vent de messages dépubliés, peut-être que je les ai pas vus passer, mais c'est vrai que à un moment sur le flux du président américain sur Twitter, chaque tweet était assorti du petit label le décompte des voix est en cours, il n'y a pas encore de gagnant déclaré, certaines informations pourraient être inexactes, certaines informations sont contestées, et il y a quelques mois, ils en avaient labellisé un, ça avait fait beaucoup de bruit. Là, c'était 5, 6, 7, 10 à la suite qui étaient labellisés. C'est assez impressionnant. Ouais. Bah, c'est en gros, ils ont pris une décision, et c'est celle de dire, voilà, le président des États-Unis tweet quelque chose, en soi, ça a une valeur, même si on n'est pas d'accord, même si d'ailleurs c'est factuellement inexact. En gros, c'est comme si ça avait de toute façon une valeur historique et qu'à ce titre, il faut que les gens puissent y avoir accès. Mais du coup, il l'encadre d'avertissements, de tags, de trucs en disant pop. Bon, le président vous dit ça, vous affolez pas. A priori, les faits nous disent d'autres choses. Et c'est cette protection-là qui va venir à sa fin avec la fin de la présidence Trump. En tout cas, la première, parce que ça a été l'une de mes surprises de la semaine dernière. Pas de mes surprises, parce qu'en fait, j'ai fait un peu de droit constitutionnel américain et je le savais qu'un président qui fait pas 2 mandats, il peut se représenter. Misère. Et du coup, ils ont décidé d'un statut comme ça qui s'applique d'ailleurs pour l'essentiel à nombre de chefs d'État et de personnalités en disant voilà, il peut dire des conneries, mais nous on les laisse en ligne. C'est-à-dire que si c'était toi ou moi, ce serait largement dépublié, mais avec moins de célérité parce que toi et moi avons des comptes un peu moins surveillés que ceux du président des États-Unis en période d'élection. Et voilà quoi. Donc, mais du coup, est-ce que tu penses pour eux. Est-ce que tu penses qu'une fois qu'il aura plus cette protection, il va se retrouver, son compte pourrait se voir suspendu? Je doute qu'il soit jamais traité comme le tweetos moyen. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura toujours, de toute façon, pas de il poids de reste mesure, mais 45e président des États-Unis désormais à vie, et 45e et peut-être 47e dans 4 ans, qui sait. Arrête tes conneries. Et non, mais c'est terrifiant. Moi, cette histoire me terrifie depuis. C'est-à-dire qu'on est passé quand même pas loin de la catastrophe, quoi. Et du coup, non, il n'aura jamais. C'est ça. Il aura de toute façon un statut un peu différent des autres. Mais en revanche, il n'aura pas le même type de protection. C'est-à-dire que je pense que Twitter aura beaucoup moins de complexe à dire non, ça c'est des conneries, c'est des conneries incendiaires, c'est des trucs dangereux pour tout le monde, donc non, on dépublie. Alors là, il pourra continuer à crier en disant au secours, on m'empêche de prendre la parole. C'est intéressant parce que on peut, moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est imaginer donc le président Donald Trump sans Twitter. Imaginez qu'il se fasse bannir de la plateforme. Alors bien sûr, il pourra aller sur d'autres plateformes équivalentes. On connaît Gab, on connaît Parler, voilà, c'est ça. Pour rester dans la bulle là pour le coup. Hein. C'est ça, c'est ces fameuses plateformes. Il y en a dans différents domaines qui sont sur le papier censées protéger la liberté d'expression, qui dans la pratique sont plutôt le refuge des extrémistes de droite qui invoquent la liberté d'expression pour discuter de sujets pour le moins controversés. Mais bon, imaginez le président Trump sans Twitter. Du coup, son pouvoir de communication est réduit de manière incroyablement significative. On se souvient de Alex Jones, vous savez, Infowars, qui a fait beaucoup de bruit quand il était sur Twitter, YouTube, etc. Il a été déplatformé, c'est comme ça qu'on donne le terme, et il a disparu.
Alors, bien sûr qu'il y a ses followers qui le suivent toujours, j'en suis certain, mais bien sûr. Et le président américain aura toujours une portée plus importante que ça, mais il est intéressant de constater que sans ces plateformes, leur portée est clairement comment dire, extrêmement réduite. Donald Trump sans Twitter, il n'est plus aussi présent. Alors, à chaque fois qu'on évoque ces sujets, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais rendez-vous compte, ça donne pouvoir de censure à ces sociétés privées, etc. » Moi, j'ai eu des discussions sans fin ce week-end avec des gens qui disaient... Parce que, par exemple, tu sais, quand il a pris la parole... En plus, de toute façon, enfin, il a tout planté, il a fait tout de travers. Enfin, je ne comprends pas. Ce mec a quand même de l'argent, des conseillers, etc. Quand il prend la parole, on ne se rend pas compte ici, mais il était 2h15 du matin sur la côte Est. Donc, ça n'avait plus aucun impact en disant « on m'a volé l'élection », qui est en plus le truc qu'il dit à chaque fois. Il l'a dit il y a 4 ans, il l'a dit pendant les primaires il y a 4 ans, enfin bref. Il l'a dit pendant les émis, Exactement, non mais... Oui, il n'a pas gagné des quand je gagne et quand je perds, on a triché. Voilà, c'est pratique. Comme remise en question. Là maintenant, il gesticule encore, mais en même temps, comment le prendre au sérieux, lui qui a passé samedi et dimanche au golf, au lieu de remobiliser sa base, il envoie des mails liminaires et combinatoires à ses militants en disant quoi, vous n'avez pas encore donné d'argent pour mon fonds de défense machin, alors qu'en fait tu regardes en bas et c'est marqué bon alors il y a 60% qui ira à réduire la dette de la campagne et 40% au parti républicain, je vous la fais rapide. Donc en fait tout ça est une escroquerie. Il sait bien qu'il a perdu. De toute façon, on voit bien qu'il n'y a pas de, mais c'est terrible. Mais c'est de ça qu'on parle. Il sait qu'il a perdu, mais il est en train de préparer son réseau d'information MAGA Network ou 45 Network ou Dieu sait quoi qu'il fera après et sur. Mais là quand même se pose la question de, tu vois, c'est pas séparer l'art de l'artiste. C'est séparer l'homme du poste. C'est-à-dire que tout à coup, comme président déchu, c'est difficile. Il y aura de toute façon toujours un cœur tout à fait hardcore de followers qui boiront ses paroles, donc peu importe. Mais ça va être quand même beaucoup plus dur de remonter jusqu'à revenir, parce que tu t'aperçois quand même que ces derniers jours sur les réseaux sociaux, moi j'ai pas entendu beaucoup le vice-président des États-Unis, j'ai pas beaucoup entendu le parti républicain, quoique cette nuit s'il y a eu un truc quand même. Enfin en gros ils le soutenaient tous comme la corde soutenait le pendu. Ouais, c'est un petit peu l'impression. Les gens sont en train de reculer poliment du personnage. Mais pour revenir à la question des réseaux sociaux et de la tech, les conséquences pourraient même aller plus loin, à mon sens, que simplement la déplatformisation de Donald Trump. C'est que, en théorie, Twitter et Facebook et d'autres, s'ils le souhaitent, maintenant que ce blocage de Donald Trump n'est plus présent, ils pourraient être plus stricts sur les bannissements, les blocages de comptes, etc. Parce que quand le président des États-Unis reçoit ce traitement spécial, les plateformes ont plus de mal à dire bah oui, mais lui, on va le faire comme ça, l'autre, on va le faire d'une autre manière. Si le blocage du président disparaît, il n'est pas impossible que... Alors, je ne dis pas qu'ils vont le faire, hein, mais je veux dire qu'ils auraient peut-être plus de facilité à être plus stricts sur l'application de leurs règles avec des personnalités publiques dans les semaines et les mois à venir. À voir, hein, peut-être que ça ne se passera pas, mais je pense que on le verra. L'une des conséquences importantes de du résultat de cette élection est que ça peut avoir un effet domino sur l'application des règles de ces réseaux sociaux au-delà du président lui-même. Il y a une raison qui explique aussi tout à coup la soudaine célérité et intransigeance des réseaux sociaux en général et de Twitter, Facebook, YouTube en particulier, c'est que le candidat Biden, il a quand même promis de réfléchir à la fameuse Section 230, c'est en gros à la loi américaine qui considère ces plateformes-là comme des hébergeurs et pas comme des éditeurs, et donc qui leur retire la responsabilité de ce qui est publié jusqu'à en tout cas qu'un contenu soit dénoncé, effacé, etc., etc. Ils ont des responsabilités, mais ils sont pas responsables comme un éditeur de ce qui est
publié chez eux. Or, Biden a dit, mais ça c'était surtout à l'époque où en gros Trump était en roue libre et utilisait Twitter comme son petit porte-voix personnel, a dit non, il faut revenir là-dessus parce qu'on peut pas laisser passer ce genre de choses. Du coup, évidemment, on l'a bien vu pendant les derniers jours et dernières semaines de l'élection. Tout à coup, ça y est, Facebook s'est dit non, finalement, les pubs politiques, c'est quand même pas très intéressant. Il prépare le terrain de la nouvelle administration, en gros, quoi. Oui, c'est ça. C'est quand ils ont voulu prouver qu'ils pouvaient, agir de façon réactive, responsable. Et ils ont été réactifs dans toute cette semaine de comptage. Il faut avouer qu'ils l'ont été. Maintenant, il y a d'autres questions peut-être plus pressantes pour le nouveau président dans la tech. Hein, on parle bien de la tech. Cette section 230, elle est très mal comprise par les hommes politiques américains visiblement, parce que si elle était amendée, enfin si son pouvoir était supprimé, l'obligation des réseaux serait au contraire de contrôler ce qui est dit sur leur plateforme de manière beaucoup plus drastique, parce qu'ils seraient responsables de ce qui est dit. Donc en gros... Surtout, ce serait impossible. Ça serait impossible, mais je veux dire, dans le principe, dans l'idée, cette section leur autorise le fait de ne pas tout contrôler, mais s'ils n'ont plus cette protection-là, ils sont obligés, en pratique, ça voudrait dire qu'ils devraient sans doute fermer s'ils sont responsables de tout ce qui est dit sur leur plateforme, mais les personnes qui critiquent cette section, généralement le font parce qu'ils se sentent trop censurés sur la plateforme. Et en réalité, au contraire, la section 230 autorise les opérateurs de réseaux sociaux à ne pas beaucoup censurer. Si on la retire, ils seront obligés de tout censurer. Dès qu'ils ont un compte, ils vont censurer. Donc, l'effet serait complètement inverse de ce qu'ils espèrent. Faut jamais oublier, Twitter, c'est 350 millions d'utilisateurs pour 4600 employés. Donc si tu veux, tu peux pas mettre même virtuellement un modérateur derrière chaque tweet, c'est impossible. Du coup, s'ils ont la responsabilité, tu vois, ce que je veux dire, pénale de ce qui est publié chez eux, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est pareil pour toutes les plateformes. C'est pareil pour YouTube. Je veux dire, YouTube peut pas valider chaque vidéo a priori. Ils peuvent rattraper a posteriori par plein de procédés manuels ou automatiques. Pardon ? Ce qui leur est signalé ou ce qu'ils repèrent, oui. Oui, c'est ça. Et avec des choses qui vont. Là, on parle de la politique, de tout ça, de discours incendiaires et de ce genre de choses. Mais il y a plein d'autres choses. Tout ce qui concerne le copyright, c'est terrifiant. Je maintiens et je le dis à chaque fois que on dit YouTube n'a qu'à retirer les vidéos qui sont des copies de. Mais YouTube, enfin, je veux dire, sur le principe, a bien du mal à savoir et ne peut pas savoir en temps réel si vous avez les droits de la vidéo que vous publiez. Évidemment, si toi ou moi on met en ligne, je sais pas quoi, tu vois, le dernier Star Wars, on va dire que la présomption de piratage sera massive. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le clip vidéo de musique que tu mets en ligne, que personne d'autre avait mis en ligne avant. Est-ce qu'il t'appartient ou pas? On peut pas savoir. Ouais. Donc tant que personne ne l'a dénoncé, voilà. Donc faire de la modération a priori pour ces gens-là, c'est pas possible. Il faut juste savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que ce type de plateforme-là puisse exister, et est-ce que ça apporte des choses à nous en tant qu'internautes et au débat public plus généralement? J'ai tendance à penser que oui. Après, il y a des choses dont on peut discuter sur le détail. Je pense que, par exemple, chez Facebook, il y a quand même des choses qui doivent être en train de chauffer en termes de relations institutionnelles, tu vois, parce qu'il va falloir quand même presque se rabibocher avec la nouvelle administration. Parce qu'ils ont pas, mais là ils vont payer cher, je sais pas, parce que il reste, tu vois, une infrastructure utile, voilà, pour tout le monde. Mais je pense que il va se passer des choses. On sait qu'il va se passer des choses sur l'antitrust. On sait il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils travaillent effectivement. La question de la c'est un peu chéri. Je crois que je rentre dans un tunnel. C'est ça. Il y a d'autres législations qui ont été votées. Il y a des questions sur le droit à la réparation dans le domaine automobile qui risquent d'avoir des conséquences sur la tech. Ça, c'est État par État. Hein. Dans ce cas-là, c'est dans le Massachusetts. Ils ont voté une autorisation au droit à la réparation sur les automobiles qui, du coup, pourrait avoir des conséquences sur le droit à la réparation un petit peu plus largement. Il y a selon le principe bien connu que si tu ne peux pas le réparer, c'est que ça t'appartient pas.
Exactement, c'est ça. Et les constructeurs automobiles avaient tendance à sécuriser tout ça de manière numérique et les systèmes informatiques de l'automobile de manière à ce que les garagistes tiers et vous-même ne puissiez pas vraiment réparer votre automobile parce que si vous le faisiez, vous changiez des pièces qui n'étaient plus signées numériquement et qui du coup empêchaient le bon fonctionnement de la voiture, voire l'empêchaient de démarrer tout simplement. Ça, c'est l'histoire des cartouches d'encre pour les imprimantes. Hein. Exactement, c'est exactement la même chose. Hein. Ouais. Et sur la théorie, la discussion s'applique également à la technologie en général, au téléphone en particulier, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, c'est uniquement au niveau de l'État. Il y a aussi au niveau de l'État de Californie des lois qui ont été votées sur la vie privée et la protection des données privées, qui se rapprochent un tout petit peu du GDPR, mais du RGPD, pardon, mais pas complètement. Il y a le statut des conducteurs Uber et Lyft, enfin de ces sociétés-là, qui, contrairement à une loi qui avait été votée l'année dernière ou cette année, auront le droit de continuer à ne pas employer leurs chauffeurs, qui il va falloir, c'est drôle hein, parce que c'est une disposition, comment on appelle ça ? Enfin, en gros, c'est une sorte de référendum. Mais dont il faut faire une loi, et alors qu'il y a déjà une loi qui dit l'inverse. Donc ça va être un petit peu... Je ne sais pas comment ça se passe là pour le coup. En l'occurrence, a priori, avec le vote, c'est cette décision qui prime. Et la question, je ne l'ai peut-être pas bien expliqué, mais la question, on en avait déjà parlé dans l'émission, c'était est-ce que Uber a le droit d'employer des indépendants comme chauffeurs ou est-ce qu'ils doivent devenir des employés Et là, la décision est que oui, ils ont droit d'utiliser des indépendants et ils ne sont pas obligés de les employer comme n'importe quel autre employé. Donc, bon, ça a des conséquences, évidemment des conséquences sur leur business, et leur cours de bourse est remonté suite à ce vote. Bon, on va peut-être refermer cette page politique. On va faire une toute petite pause pour que je vous parle de quoi ? Des gens les plus merveilleux de la Terre. Savez-vous qui ils sont, messieurs, dames ? C'est il y a Pépé et moi, mais enfin, je veux dire, après, tu as le droit d'avoir d'autres amis. Hein. Quel flatteur, mais quel flatteur ! C'est bien sûr Pépé et Cédric, mais en plus de ça, il y a également d'autres personnes, à savoir les patriotes qui soutiennent les émissions. Ils vont sur patreon.com/rdvtech et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils décident de soutenir financièrement avec 1 euro, 2 euros, ce genre de choses. 1 euro, 3 euros, c'est les différents niveaux. Et puisqu'on peut payer en euros désormais, n'oubliez pas, vous pouvez soutenir dans votre monnaie si vous habitez par chez nous. Et vous pouvez décider combien vous donnez. Vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez. Et vous avez en plus de ça des petits bonus fort sympathiques, comme par exemple le fait d'avoir une newsletter étendue. Vous pouvez avoir un accès étendu au Discord. Vous avez des épisodes avec des bonus. Enfin, il y a plein de choses. En fait, en gros, c'est tout ce à quoi vous avez déjà accès, mais en mieux. Des meilleurs épisodes, un meilleur Discord, une meilleure newsletter, etc., etc. Et en plus de ça, bien sûr, le sentiment de soutenir l'émission, le sentiment que cette émission que vous appréciez, eh bien, vous faites le geste de lui permettre d'exister. Donc, j'espère que... Alors, on dit dans la chatroom, un meilleur Patrick. Est-ce que le Patrick est meilleur ? Je ne sais pas. Il faudrait demander aux gens du... Non, il s'améliore avec l'âge, mais c'est autre chose. Il faudrait demander aux gens du Discord, en fait, si je suis meilleur sur le Discord ou, par exemple, sur Twitter. Je ne sais pas. Est-ce qu'en privé, je me bonifie ? Mais voilà, en tout cas, c'est sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez le faire tout de suite dans les transports, au bureau ou même chez vous. Et puis, si vous ne rentrez que en fin de soirée, quand vous mettez les clés dans le bol, vous le savez, ça fait cling, et là vous vous dites Patrick, patreon.com/rdvtech, il faut que j'aille regarder ce truc et que je vois si ça peut être sympathique. Cling Patrick, c'est le leitmotiv du soutien, vous le savez, nous le savons tous, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et je fais de grosses bises à ceux qui soutiennent l'émission. Bon, ça fait déjà 40 minutes qu'on parle, 45 minutes qu'on parle. Cédric, du coup, on a
des informations sur ce qui va se passer tout à l'heure pendant la conférence Apple. On a aussi les reviews des iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max, donc le tout petit et le très grand, qui sont exactement ce qu'on attendait. Donc je ne sais pas si c'est la peine de passer beaucoup de temps dessus. Non, Apple... c'est vraiment les déclinaisons en taille. Alors il y a des choses à voir peut-être sur le Pro Max du côté de la photo, c'est ça. Mais les premières reviews qui tombent ressemblent plutôt à de la bonne nouvelle. En gros, le Pro Max fait de la meilleure photo et le mini est un petit téléphone dont la batterie est plus petite, forcément. Donc c'est un petit peu ce qu'on en retient. Apple a suspendu ses relations avec l'un de ses fournisseurs pour infraction au code du travail, aux accords de code du travail qu'ils avaient établis. C'est Pegatron en Chine, si je ne m'abuse. En gros, ils avaient employé des étudiants qui travaillaient plus qu'ils n'avaient le droit. Ils avaient camouflé cette infraction. Donc Apple a dit non, ça suffit. Alors, évidemment, on pourrait dire oui, ça va pas changer la vie d'Apple, et c'est certainement vrai, mais c'est pas plus mal qu'il l'ait fait. C'est la pression publique, justement. Puis ils ont quand même... Oui, tout à fait. C'est du name and shame, enfin. En gros, c'est voilà. Quand ça va pas, ils le disent. Alors, parfois, ils le disent implicitement parce ils ont des rapports là-dessus, ouverts, publics, publiés en ligne, sur les relations avec leurs fournisseurs et les règles qu'ils imposent à leurs fournisseurs. Et donc, tu vois des fournisseurs qui rentrent et qui sortent de la liste des fournisseurs publiés. Il y en a pas toujours la raison est pas toujours là, hein. Parfois c'est un changement de fournisseur parce que tu changes de technologie, de machin, parce que tu as trouvé un meilleur prix ailleurs, j'en sais rien. Mais voilà, là ils ont découvert des choses qui sont, on va dire, de l'ordre de, oui c'est ça, c'est qu'en gros Pegatron avait le droit d'utiliser des étudiants pendant un certain nombre de jours par semaine. Voilà. Et ils ont dépassé le nombre de jours, le nombre d'heures, et les auraient traités en gros comme des employés normaux, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire au terme du contrat passé avec Apple. Donc voilà, pour l'instant ils sont au coin. Voilà. On a également des infos sur les labels de vie privée. Vous savez, les apps devront diffuser bientôt des labels qui donneront, en gros, de manière synthétique, la manière dont ils utilisent vos données privées. Donc ça va arriver courant décembre pour toutes les apps. C'est le Nutri-Score. C'est ça. C'est le Nutri-Score de la vie privée. D'accord. Exactement. Donc ça va arriver. C'était annoncé avec la nouvelle version d'iOS. Et donc concluons cette petite partie sur Apple avec, comme on le disait, la question sur l'événement de ce soir, dont vous êtes déjà au courant certainement, mais en gros, Cédric, c'est les nouveaux Mac avec les puces Apple basées sur ARM, sur l'architecture ARM. Donc un changement radical de l'architecture Intel, une prise d'autonomie d'Apple puisqu'ils construiront, ou en tout cas ils designeront l'ensemble ou une énorme partie de leurs appareils désormais. D'une part, est-ce que on peut en tirer d'autres conclusions ? Pépé, n'hésite pas si tu as d'autres choses à dire là-dessus aussi. Mais... Non, mais je vous laisse. Je veux dire, pour ce soir, pour Apple, moi, en effet, c'est ce que j'avais eu. J'avais bien sûr l'espoir qu'il y ait l'AirPods Studio ou un truc comme ça. Mais enfin, oui. Je pense pas. Alors, on entend parler possiblement de l'AirPod Studio, possiblement des AirTags aussi, les petits palets qui permettent de localiser géographiquement. Ouais. C'est possible. Surtout sur AirPods Studio, ça fait partie des choses qui peuvent se permettre d'annoncer avec de l'avance. Là, évidemment, je prends des risques complètement inconsidérés parce qu'entre le moment où je te dis ça et le moment où tu vas publier le podcast, il restera 2 heures avant la keynote. Donc, enfin bref. Mais ils peuvent le faire comme ils l'ont fait déjà. Souviens-toi, par exemple, pour la montre, c'est des choses que tu annonces largement à l'avance. Là aussi, parce qu'il fallait qu'ils aillent rencontrer l'adhésion des développeurs pour les apps. Mais en gros, il y a des choses que Apple annonce au moment où ils sont prêts à te le vendre, parce que voilà, parce que tu peux pas faire attendre les gens. Et puis il y a des choses sur lesquelles tu peux faire attendre les gens parce que par exemple ils n'ont pas d'autres. En gros, ça va pas creuser leur propre vente. Or là, bon, ok, il y a les casques Beats, etc. Mais là, ils pourraient prendre des semaines, voire quelques. Mais enfin, ce serait dommage d'annoncer aujourd'hui un truc qui soit pas dispo pour Noël quand même. Hein. Là, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je suis dubitatif. Ouais, moi aussi, mais ils ont déjà fait des choses plus curieuses parfois. S'ils estiment que c'est en retard, mais qu'ils sont prêts à le vendre, ouais, ils sont bons. Et puis alors sur les MacBook ARM, je peux pas t'en dire plus parce qu'en fait j'en ai un devant moi.
Et non, je plaisante. Et mais d'ailleurs, alors justement, les ordinateurs qui seraient concernés par ce changement, ça serait, enfin par cette architecture ARM, ça serait les portables a priori, possiblement même un MacBook Air et peut-être des à Pro. terme, c'est tout le monde. Hein. Non, bien sûr, mais ce qu'ils vont présenter ce soir, a priori, c'est ça, c'est des portables et a priori légers, on va dire. Mais qui sait, peut-être un iMac. Aussi, ça pose la question du délai parce qu'évidemment, une fois que tu dévoiles ça, tu mets pas un coup d'arrêt, mais quand même un sérieux coup de batte de baseball dans les genoux de tes ventes de MacBook existants. Oui, ça dépend de leur puissance. Voilà. Oui, alors bien sûr, si c'est juste assez puissant pour remplacer le tout petit MacBook ou pour faire un nouveau MacBook Air, etc., là, tu peux encore jouer. Mais si c'est ce que seront toutes nos gammes à terme, il y a intérêt à ce qu'il y ait des choses disponibles à commander dès maintenant. On en parlera. Surtout, ce qu'on va attendre, c'est les vrais bench de la vie réelle. C'est ça qui va être important, oui. Moi qui suis vieux et chenu, je peux te raconter l'époque avant Intel. Eh ben oui, quand Apple était sur des processeurs PowerPC et ce genre de choses, et où déjà à chaque nouveau truc, il sortait un comparo en gros pour te dire non, mais on est bien mieux que les architectures Intel. Et puis après, quand tu faisais les benches sur des choses comparables, tu disais oui, d'accord. Alors, il y a une fonction de Photoshop où ton truc va vraiment plus vite, et alors quand même sur le reste, c'est plus. Enfin, faut qu'on s'entende. Donc, c'était compliqué, et donc on va retomber dans ce schéma-là où, évidemment, à chaque annonce, de toute façon, Apple va te dire "This is the best MacBook we've ever made", évidemment. Toujours. Amazing. Toujours. Amazing. It's revolutionary and amazing. Et voilà. Mais après, il va falloir parce qu'il y a quand même des questions qui se posent. Dans la vie réelle, oui. Ouais, on en parlera la semaine prochaine de toute façon, comme tu le disais. Et puis gamme par gamme, quoi. Parce est-ce qu'un jour ils vont aller jusqu'au Mac Pro? Est-ce que il y a plein de choses. C'est bien. Nous allons avoir plein de sujets de conversation dans les mois à venir. Tout à fait. Mais d'abord, on a envie de l'avoir dans les mains et de voir est-ce qu'il y a un petit redesign qui va avec le changement de processeur. Voilà. Et puis quel est le bénéfice en fait? Est-ce que le prix va baisser? Je pense pas. L'autonomie, mais il y a aussi la question des applications iOS qui tourneront très facilement sur ces appareils, etc., etc. Il y a aussi la question de toutes les autres applications qui vont devoir être redéveloppées. On se souvient là aussi de la transition vers Intel qui avait été faite. Je te coupe, Cédric. On va en parler la semaine prochaine. Donc on va pas trop s'étendre cette semaine. Donc tu feras ça sans moi. Je suis désolé. Encore que tu es le bienvenu, hein, bien sûr. Netflix, on va parler d'autres choses, comme par exemple de Netflix qui lance de la télévision entre guillemets direct, en test en ce moment. De la télévision linéaire. C'est ça, de la télévision linéaire, c'est-à-dire qu'il y a pour certains seulement la possibilité de regarder une sorte de direct et de suivre en même temps que vos amis, ce qui passe sur Netflix. C'est une option qui apparaît en haut à gauche de votre écran sur ordinateur, en haut à droite, pardon. C'est un peu bizarre, mais au-delà, après la première réaction qui est « mais n'importe quoi », je me dis « en fait, pourquoi pas ? Why not ? Non ? Je me dis « pourquoi pas ?» Moi je dis pourquoi pas, parce que moi je m'attendais déjà à ce que ce soit fait depuis longtemps. Le côté participatif comme ça de quelque chose où on peut avoir une live TV avec ses potes, avec des gens. Moi d'abord ça, je sais pas où je me trompe, Cédric pourra me corriger, ou Patrick, ça existait déjà sous d'autres formes. L'interaction chat, moi je l'ai connu sur des Blu-ray disques, quand tu mettais le Blu-ray disque à l'intérieur et que bien sûr le lecteur de Blu-ray était en ligne, tu avais accès à une chambre de discussion pendant que le Blu-ray disque passait. C'était Sony Pictures qui avait lancé ça, et moi je trouvais ça intéressant. Et de toute façon c'est toujours intéressant dans le sens où c'est facultatif. Quand on t'impose rien, tout est intéressant. Oui, je vois pas pourquoi Netflix ne l'aurait pas fait. Comme dirait l'autre, c'est une fonction gratuite, donc de toute façon vous en avez pour votre argent.
Oui, alors, vraiment. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire, il faut que les gens arrêtent. Tu sais, ça fait toujours marrer, par exemple, tu vois, dans la profession, où les gens, quelquefois, ils disent des trucs. Oh là là, l'Ambilight de Philips, c'est vraiment de la dope, ça pue, c'est moisi. Je dis, mais à quel moment on t'oblige à appuyer sur le bouton? Je veux dire, du moment que c'est optionnel, pas ce qui est moisi. Je veux dire, ça serait moisi si on te l'imposait, Coco. Il faut faire attention entre ce qui est imposé et ce qui est optionnel. Pour moi, optionnel, c'est pas un problème. Tu fais ce que tu veux, il n'y a rien de moisi. Et puis C'est c'est intéressant sympa. qu'ils le lancent d'ailleurs d'abord en France. Alors j'ai vérifié, moi je l'ai pas encore. Et c'est vrai, alors, ça résout un truc qui était un peu une joke, mais qui était de dire, voilà, tu vois, j'ai 1h30 devant moi, je vais regarder un truc sur Netflix, 1h30 après, t'aperçois que t'as juste scrollé dans toutes les choses disponibles. Non, mais c'est pour exactement ça. choisir un truc. Ça essaye de résoudre un problème quand même. Et c'est vrai, ça y est, t'es arrivé tout en bas et tu dis bon, attends, il y a peut-être un truc en haut, je repars. Bon. Donc au moins, tu vois, c'est en gros faire ce que fait la télé, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, tu allumes la télé et il se passe quelque chose. Après, t'aimes voilà. Pas, tu zappes, tu passes d'une chaîne à l'autre, tu machin, etc. Ou ça te donne une idée pour plus tard. Finalement, c'est une réexploitation intelligente de contenus qui détiennent déjà. Pourquoi pas. Et du coup, voilà, pourquoi pas. Et puis ils vont faire peut-être effectivement, comme on le dit dans la chatroom, peut-être pour lancer une nouvelle série ou pour lancer un nouveau film exclusif, et ben ils le mettent sur une chaîne en direct si cette fonctionnalité continue. Et c'est pas juste qu'elle arrive tel jour à telle heure, c'est qu'en plus elle est diffusée. On sait quand elle arrive, à quel moment, et on peut regarder en même temps que tout le monde. Ça peut être sympa. Tu vas sur YouTube. Quand tu mets une vidéo sur YouTube, tu as la possibilité de prévenir les gens qui sont dans ta communauté et d'engager un chat. Dès que tu envoies ta vidéo sur YouTube, c'est une fonction optionnelle aussi. C'est le même principe, je trouve ça vachement bien. Mais ça permet aux gens de participer à une sorte de communauté et encore une fois, c'est optionnel. Ouais, on est d'accord. Il semblerait que Epic soit en train de travailler avec Nvidia et leur service de streaming GeForce Now pour refaire fonctionner Fortnite, le jeu, sur iOS à travers un service de streaming. Alors, c'est pas officiel, ce sont des sources anonymes, mais ça serait un bon moyen de faire revenir Fortnite sur iOS au nez et à la barbe d'Apple qui, vous vous en souvenez, a supprimé l'application parce que il y a une histoire sur les moyens de paiement et la taxe de 30% d'Apple qu'ils prennent sur tous les moyens de paiement dans leurs apps. Donc c'est pas encore confirmé. Il y a eu une polémique là-dessus, je me souviens pas. toute petite. Mais évidemment, ça serait le bon moyen pour Fortnite de revenir sur iOS, tout simplement avec une collaboration avec un fournisseur de services de streaming. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut avoir la bonne connexion sur son appareil iOS pour pouvoir jouer à Fortnite, mais c'est quand même possible pour plus de gens que ça n'est possible aujourd'hui, puisque personne ne peut y jouer aujourd'hui. Ouais, c'est un peu comme si quand même ta femme te jette dehors et t'achètes une caravane et tu viens t'installer dans le terrain d'en face. Hein. C'est un petit côté non, je ne partirai pas. Écoute, Apple a toujours dit qu'il soutenait 2 plateformes sur leurs appareils, l'App Store et le web. Et ils soutiennent le web, et voilà, c'est normal. PayPal a annoncé qu'à partir de la mi-2021, aux États-Unis en tout cas, il serait possible de payer les transactions avec des crypto-monnaies. Est-ce que, Cédric, tu penses que ça veut dire que c'est un nouvel emballement pour le Bitcoin ? C'est quand même gros. PayPal est utilisé par des millions et des millions le Bitcoin, il a gagné 50% ces derniers mois. Hein. On est passé largement de 9 000 à 15 000 $. Et je me souviens du jour où PayPal a fait son annonce, ça a quand même fait du bruit. Et ça n'a pas besoin de faire du bruit, tu regardes le cours du Bitcoin, en fait. Et parce que tout à coup, c'est ça. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de passer par des plateformes exotiques ou spécialisées, en fait. De te dire, alors je vais aller m'inscrire sur machin. Alors PayPal lance pas sa propre monnaie, mais va juste inclure les crypto-monnaies à sa plateforme, comme elle le faisait aujourd'hui avec le dollar, l'euro et le reste. Tout à coup, tu vas pouvoir en acheter, en vendre, en envoyer, et ça fait partie des choses que les gens des cryptos attendent à chaque fois, c'est-à-dire vraiment des outils de vraie démocratisation.
C'est-à-dire des trucs qui font que monsieur tout le monde va pouvoir aller acheter du Bitcoin, en recevoir, être payé, etc., etc. Donc oui, c'est une avancée pour les crypto-monnaies en général, pas que pour Bitcoin. Ce sera pour toutes les cryptos que PayPal va intégrer. Je crois qu'ils vont le faire pour Bitcoin, peut-être Ethereum et quelques autres, mais pas beaucoup. J'ai quelques milliers de Dogecoin. S'ils intègrent ça, je suis riche, je pense. Mais tu peux aller les vendre et les acheter où tu veux, tes Dogecoin. Mais ça arrive aussi à un moment où, tu vois, la Chine a lancé sa crypto-monnaie souveraine avec laquelle il y a des fonctionnaires qui sont payés dans certaines villes et avec laquelle ils peuvent faire des achats, etc., etc. Il y en a aussi. On en parlait la semaine dernière avec le projet d'étude de l'Union européenne. Ça, c'est des crypto-monnaies qui sont des crypto-monnaies. Peut-être qu'on fera un épisode spécial sur le sujet parce que c'est très intéressant, mais c'est des crypto-monnaies qui sont pas basées sur la blockchain. Donc, il n'y a pas l'aspect décentralisation, c'est quand même contrôlé par une banque centrale, de la même manière que la monnaie qu'on utilise tous les jours. Là où PayPal fait quelque chose de différent, effectivement, c'est qu'ils vont, comme tu le disais, légitimiser les crypto-monnaies décentralisées qu'ils vont intégrer à leur plateforme. C'est une vraie légitimisation de ces outils financiers. Parce que il se plug à PayPal, qui est un moyen de paiement, on va dire pas aussi important que des cartes de crédit comme Visa ou Mastercard, mais sur Internet, on a l'option de payer par PayPal partout, et du coup, on aura l'option de payer en crypto-monnaie, Bitcoin ou autre, partout où est PayPal, donc quasiment partout, quoi. Bien sûr. Non, mais ça change tout. Enfin, ça change tout. C'est une étape de plus. Ça légitimise ces crypto-monnaies. Totalement. Totalement, mais ça y est, il était temps quand même. Ça fait 10 ans que ça existe, donc on peut dire qu'au moins techniquement le prototype est validé. Tu vois ce que je veux dire. Après, il se passe plein de trucs sur les cryptos où à chaque fois ça a toujours quand même ce côté, je dirais pas sulfureux parce que le mot est un peu suranné, mais il y a toujours un petit côté de ruée vers l'or. Pour m'être un peu intéressé au sujet ces derniers mois, il y a toujours des trucs où tu dis non mais attends, ça c'est pas sérieux. Tu vois le côté chacun lance sa monnaie. On s'aperçoit qu'il y a des histoires incroyables, mais c'est vraiment la ruée vers l'or. C'est que d'un coup, tu aperçois par exemple un type lance une crypto-monnaie, ça marche bien, ça accroche bien, il y a plein de gens qui en achètent, et puis du jour au lendemain, on s'aperçoit que lui, il a vendu les siennes. et là, forcément, tout s'effondre. Oui. Et donc, c'est toujours à regarder d'un peu loin. J'imagine que PayPal ne va pas choisir n'importe lesquels non plus à intégrer. Mais... Non, mais c'est pour ça ils vont choisir les plus grosses. Ils vont choisir Bitcoin, peut-être Ethereum et quelques autres, mais vraiment pas beaucoup plus loin. Parce qu'ils vont pas rentrer justement dans des trucs d'experts où là, pour le coup, les grandes plateformes spécialistes sont de très loin les meilleures pour les gens qui font du day trading, du machin, de l'arbitrage, allez. Mais c'est quand même un terrain de jeu absolument passionnant. Deux sujets qui restent. Les forfaits 5G devraient être lancés en France le 18 novembre, donc la semaine prochaine. Donc si vous voulez de la 5G, ça sera possible le 18 novembre. Et le dernier sujet que je voulais évoquer rapidement, c'est en faisant suite à l'annonce sur les vaccins contre la Covid-19 de Pfizer et les résultats prometteurs, même s'ils ne sont pas définitifs, l'action de Zoom a chuté de 13%, tout comme d'autres actions de sociétés qui ont bénéficié de notre confinement pendant ces derniers mois, comme Amazon ou Netflix. Elles ont un petit peu chuté aussi. Bon, c'est pas très surprenant, et puis je pense qu'elles resteront quand même assez solides. Zoom, je crois, s'est installé de manière assez durable dans notre quotidien informatique, mais c'est intéressant de voir que... Oui, il fallait quand même répondre à la question de savoir est-ce que Zoom vaut vraiment 120 milliards de dollars. Écoute, moins 13%, ça reste une somme confortable quand même. Mais ça va, ils sont pas à la rue. Hein. Ouais. Je sais pas si ça vaut 120 milliards de dollars ou 10 milliards. Tu sais, c'est des sommes tellement abstraites que je saurais pas te dire vraiment si Zoom vaut... Enfin, il faudrait regarder les comptes, en fait. Tu peux, par comparaison, je veux dire, tu vois, ça cote combien Boeing en ce moment Non mais c'est vrai, je suis sérieux comme une crise cardiaque. Market cap de Boeing, capitalisation 101 milliards. Voilà, donc Zoom vaut plus cher que Boeing. Et là tu te dis
Mais écoute, je sais pas, Boeing fabrique des avions qui, avec les problèmes de réchauffement climatique, risquent d'être moins utilisés à l'avenir. Zoom s'est possiblement intégré dans le quotidien des utilisateurs, des professionnels qui sont sur Internet, et on sait on imagine qu'on va jamais retourner complètement à la normale et que cette crise aura démocratisé un petit peu le télétravail et qu'il y en aura toujours une part dans notre quotidien. Après, est-ce que l'un vaut plus que l'autre ? J'en sais rien. Je pense que c'est là qu'il faudrait regarder les comptes. Et les toujours penser à ce que tu peux faire en termes de remplacement. Si Boeing ferme demain, il ne reste plus qu'Airbus. Bon, si Zoom ferme demain, on a encore plein d'options. C'est pas faux. Nous-mêmes, on est en ce moment sur Discord et ça fonctionne très, très bien. Par exemple. Et on pourrait être sur Meet, on pourrait revenir sur Skype, on peut faire moult choses. C'est pas nos options, ça ne ferme pas notre horizon. Donc, mais il y en a d'autres. Nintendo, là, à la bourse de Tokyo, dans la nuit, a perdu 4,5%. Enfin, en gros, tous les trucs qui étaient du pur entertainment à la maison. Bon, là, les bourses américaines n'ont pas encore ouvertes, mais il faudra aller voir Netflix. Tout ce qui est Netflix a perdu 5%, je crois, hier, quelque chose comme ça. Ils ont perdu 9%. Ah, 9, ils ont perdu 9% sur un Nasdaq qui a dû en gagner 8. Donc non, c'est du lourd. Mais c'est normal. Pendant ce temps-là, en fait, les grands gagnants, c'est tous les gens dont les activités étaient absolument incompatibles avec la pandémie. Je crois que les plus fortes hausses de la journée hier, c'était les compagnies de croisière. Carnival Cruise, etc. Plus 39%. Bah oui, parce qu'évidemment, eux, ils étaient au fond du fossé, on les regardait comme des mourants. Sûr, oui. Non, je crois qu'il a la gale, le touche pas. Mais c'est marrant quand même, la bourse. Leur horizon à eux s'éclaircit un petit peu. Oui. On va pas commencer à essayer de trouver du sens à la bourse parce qu'on n'aurait pas fini, mais on savait que ça allait arriver à un moment, que les vaccins allaient venir. Donc, c'est la première fois qu'on a un vaccin contre un coronavirus. Il y a des affections entières. Je veux dire, regarde le HIV. On attend toujours le vaccin presque 30 ans plus tard, 25 ans plus tard. Donc, non, rien n'est jamais gagné. Et là, oui, de fait, on est face à une vraie bonne nouvelle. Et puis, je pense qu'il y en aura d'autres. Après, il faut qu'on s'entende sur le délai parce qu'il va falloir quand même arriver à les faire, ces vaccins, à les distribuer, etc., dans des conditions un peu compliquées parce qu'il faut que ça reste à moins 80, je crois. Donc voilà, tout n'est pas réglé, mais c'est vrai que, et on l'a bien vu dans ce qui s'est passé à la bourse hier, tout à coup, il y a eu un horizon d'après. C'est genre, ok, on peut en sortir. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Écoutez, je pense qu'on va se laisser sur ces mots pleins d'espoir. On peut en sortir et aller jouer à nos consoles. Regardez ce qu'il y a ici. Pour ceux qui sont en direct, regardez ça. Vous voyez peut-être pas bien, mais c'est une Xbox Series X que je vais m'empresser de déballer en direct quand on aura fini l'émission, peut-être. Mais pour finir, il faut bien sûr que je vous demande à tous les deux où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet ? Dites-moi tout. Pépé d'abord. Alors moi j'ai des activités qui sont sur ma chaîne YouTube ainsi que dans les médias. Ma chaîne YouTube, elle s'appelle PP World. Voilà, c'est une chaîne sur laquelle pardon, veuillez m'excuser. Il y a de tout. Ça peut être des reportages, ça peut être des tests, des billets d'humeur, plein de trucs comme ça. Excusez-moi, je sors d'une crève. Donc, je comprends bien ça, moi aussi. Mais... Pardon ? Moi aussi, je tousse pas mal. J'en sors, mais je toussais un petit peu, oui. C'est pas Covid, mais j'ai eu la vraie crève à l'ancienne parce qu'elle existe encore, cette saloperie. Oui. Donc, j'ai pris la vraie crève à l'ancienne. Alors, donc, la chaîne YouTube, dans les médias, on me retrouve notamment sur le stream.fr. Donc, pour faire de la tech, je vais reprendre, je pense, vendredi si je tousse moins ou bien vendredi suivant. J'ai également des activités sur Frandroid, des activités sur le média YouTube sonvideo.com et puis des trucs où j'apparais à droite et à gauche avec le plus grand plaisir et je suis un homme extrêmement heureux. Voilà. Et être invité avec vous, même si je ne peux pas vous voir, parce que mon Cédric, ça fait une éternité que je ne l'ai pas vu. Mais oui, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas fait des câlins. Bah oui. Tu sais, donc, Pépé, je pense ça fait combien de temps que tu n'as pas pris un avion, Patrick ? Alors, le dernier avion, c'était le 15 février.
Eh ben c'est à peu près comme moi, ouais. Je me souviens, c'était bien, on était jeunes, on était fous. Moi, c'était en septembre, figurez-vous. Ouais. Je suis venu en France chercher ma maman et on est revenu et c'est à ce moment qu'on s'est isolé pendant une semaine à Helsinki pour pas risquer, enfin pour pas provoquer la quarantaine du petit qui avait déjà passé assez de temps à la maison. Mais oui, mais ça s'était très bien passé, hein. Vous savez, j'en suis à mon 4e test Covid pour différentes raisons. Ah ouais. Moi aussi. Ouais, j'en fais un par semaine actuellement. J'en fais un par semaine parce que j'ai mal à la crève. Tous les lundis, ça devrait être. Hier, j'ai pas eu le temps, mais tous les lundis, je fais un test PCR. Il y a un truc à côté de chez moi pour vérifier quand même que c'est pas ça. Mais pour le moment, c'est que la crève. Quoi. Exactement. C'est toi qui fait gonfler les statistiques. Voilà. Cédric, où te retrouve-t-on sur Internet ? @Cédric sur Twitter, toutes mes productions quotidiennes sur lci.fr. Et puis, oui, la dernière fois qu'on s'est parlé, je disais, c'est dommage, je suis en train de lancer un podcast, mais c'est juste un peu trop tôt pour que je t'en parle. Eh ben, ça y est, c'est plus trop tôt du tout. Vous pouvez aller sur votre application de podcast favorite, chercher Les Doigts dans la Prise, qui est un nouveau podcast que je fais avec un ami que vous ne connaissez pas, un garçon remarquable qui s'appelle Thomas Degois, et où on parle, pour ainsi dire exclusivement, de voitures électriques, de voitures autonomes, de tout ce qui va se passer autour. Il y avait assez peu de podcasts sur ce sujet-là spécifique. Il y a évidemment plein de podcasts automobiles, mais le seul reproche que je leur fais, c'est que c'est souvent des confrères qui, eux, mettent du super samplon dans leur cornflakes depuis 30 ans. Donc cette transition-là est forcément parfois un petit peu difficile à aborder pour eux. Nous, on parle, pour ainsi dire, que de ça, mais avec, j'ai envie de dire, un doigt d'expertise, mais pas plus, parce que, par exemple, ni lui ni moi ne sommes propriétaires d'une voiture électrique à ce jour. Alors, en fait, on en a tous beaucoup conduit, etc. Bon, allez écoutez ça, Les Doigts dans la Prise, sur votre appli de podcast préféré. Le numéro 0 est déjà en ligne depuis 2 semaines. Le numéro 1, donc, va arriver là, j'imagine, sous 24 à 48 heures maximum. Magnifique, écoute, on a hâte de découvrir ça. Les Doigts dans la Prise et bien sûr, Pépé Garcia 75 sur Twitter, c'est ça ? Oui, sur tous les comptes, c'est le même. J'ai pris ce nom-là pour tous les comptes. Si c'est pas ça, c'est du fake. Très bien, Pépé Garcia 75 et Cédric sur Twitter. Les liens seront dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Note Patrick. Je fais comme l'autre Patrick de l'émission. Je garde le même nom absolument partout. Donc, Note Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, mais aussi sur YouTube. Si vous voulez voir cette vidéo où je résume en 2 minutes les points forts et les points faibles de chaque console next-gen et je vous donne mon avis. C'est hyper rapide et hyper compact. C'est un guide compact, en fait, sur youtube.com/NotePatrick. Vous pouvez aussi trouver twitch.tv/NotePatrick pour suivre l'émission en direct si vous le souhaitez. Et quoi d'autre ? Eh bien, écoutez, patreon.com/rdvtech. Là, pour le coup, c'est pas Note Patrick. rdvtech pour soutenir l'émission si vous le souhaitez. Et on va peut-être faire un petit after show avec les auditeurs s'ils sont présents sur le Discord. Donc, on va voir ce qui se passe de ce côté-là. Et après, pour ceux qui restent sur le Twitch, on fera ce déballage de Xbox Series X que j'ai acheté ce matin et que j'ai pas encore eu le temps d'installer. Ça me démange. Vous savez pas quel niveau de professionnalisme j'ai dû conjurer pour faire l'émission. Pour pas y toucher jusque-là. Et voilà, oui, c'était compliqué. On vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous. Les programmes de fidélité, c'est bien, mais combien nous récompensent vraiment ? C'est pourquoi les points gagnés avec votre carte de paiement Gold American Express vous permettent de payer directement vos achats. Et ça, c'est mieux. Profitez de l'appui Gold des cartes Gold et de tous ces autres avantages. Carte gratuite la première année, plus 80 € remboursés. Sans engagement, sans changer de banque. Offres et conditions sur americanexpress.fr/gold.